18h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. La refonte du système de santé En Marche 2022 a été une année de vastes réformes et chantiers structurants menés sous la conduite royale. Où en sommes-nous de la réhabilitation de l'offre sanitaire? Rétrospective dans ce journal. Omicron et ses contagieux sous-variants dominent en Chine et cristallisent les craintes du monde entier. Les contrôles aux frontières sont de retour dans une trentaine de pays. Quel risque de transmissibilité pour le Maroc? Nous poserons la question à un expert. Taïb Hamdi sera notre invité. Derrière son objectif, il immortalise l'instant, des suspens irrespirables, des explosions de joie, une communion sans égale. Ces clichés racontent la liesse des Marocains à chaque victoire des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde, des émotions spontanées volées par Mediterranée. Le talentueux photographe expose à Casablanca ses clichés favoris. À suivre son portrait dans ce journal. Bonsoir, au Rétro 2022, focus ce soir sur le secteur de la santé, un secteur au cœur de plusieurs réformes car il s'érige comme la priorité des priorités du gouvernement, conformément aux orientations royales. Un secteur vital qui a connu le lancement d'importants projets structurants pour l'amélioration de la gouvernance sanitaire notamment. Nestlé Naustar. Le 27 janvier 2022, Sa Majesté le roi Mohammed VI préside à Ben Slimane la cérémonie de lancement des travaux de réalisation d'une usine de fabrication de vaccins anti-Covid-19 et autres vaccins. Objectif, assurer au Maroc et à l'Afrique une totale souveraineté vaccinale. L'unité est aussi destinée à positionner le royaume en tant que hub biotechnologique incontournable en Afrique et dans le monde. Un hub capable d'assurer les besoins sanitaires du continent à court et à long terme, en y intégrant la recherche pharmaceutique, le développement clinique, la fabrication et la commercialisation de produits biopharmaceutiques de grande nécessité. Le 5 mai 2022, Sa Majesté le roi Mohammed VI préside à Rabat la cérémonie de lancement des travaux de construction du très attendu nouveau CHU de la capitale. Ce projet futuriste viendra renforcer l'offre sanitaire du royaume avec une capacité d'accueil de plus de 1000 lits. Mobilisant des investissements de plus de 6 milliards de dirhams, ce projet à forte valeur sociale témoigne de l'intérêt particulier qu'accorde le souverain au secteur de la santé. Et cela à travers notamment le développement des infrastructures hospitalières, le renforcement des services de santé de base et leur rapprochement des citoyens. Des défis de taille qui sont au cœur de la feuille de route sanitaire tracée par la loi cadre relative au système national de santé. Une loi cadre adoptée lors du Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI le 13 juillet 2022. Un projet de réforme structurant basé sur plusieurs piliers, dont la consolidation de la gouvernance hospitalière et la planification territoriale de l'offre sanitaire sur tous les niveaux, la valorisation des ressources humaines, la mise à niveau de l'offre sanitaire et la digitalisation du système à travers la mise en place d'un système informatique intégré pour le regroupement, le traitement et l'exploitation des principales informations relatives au secteur. Le 21 décembre 2022, d'importants projets relatifs au secteur de la santé ont été aussi adoptés en Conseil de gouvernement, dont celui concernant la création de la Haute Autorité de la Santé en tant que personne morale de droit public. Ces missions, assurer la pérennité de l'action de l'État dans le domaine de la santé, l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base, l'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé publics et privés. Elle aura aussi pour mission d'émettre des avis concernant les politiques publiques dans le domaine de la santé. 3 ans après l'apparition des tout premiers cas mondiaux de coronavirus sur son territoire, la Chine affronte une vague d'infections sans précédent. Un nouveau rebond de l'épidémie qui n'a pas tardé à soulever une kyrielle de réactions en Europe et dans le monde. De nombreux pays, dont le Maroc, ont mis en place des restrictions à l'entrée visant les voyageurs en provenance de Chine. Le point avec Malia Awad.
C'est une déferlante de malades qui submerge les hôpitaux chinois, en manque de lits et de personnel. 1 million de cas par jour et des patients de plus en plus jeunes au schéma vaccinal complet qui souffrent de problèmes respiratoires aigus et de diarrhée. Principal responsable de cette flambée épidémique, le sous-variant d'Omicron, BF7, cristallise toutes les craintes. Plus contagieux, il échapperait à l'immunité acquise, ce qui voudrait dire qu'une personne vaccinée ou récemment infectée pourrait retomber malade à cause de cette même souche et pourrait contaminer entre 10 et 18 personnes. 3 ans après l'apparition du premier cas de coronavirus à Wuhan, la Chine a mis fin brusquement à sa politique dite du zéro Covid, menaçant avec elle l'équilibre sanitaire du monde entier. Outre-Atlantique, 30 pays annoncent le retour des contrôles aux aéroports et le port du masque obligatoire. L'Espagne, l'Italie, la France, la Belgique, Israël, le Canada et l'Australie. Et la liste des pays s'allonge de jour en jour. Les visiteurs en provenance de Chine doivent désormais présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. En cas de test positif, un isolement d'une durée de 7 jours entrera en vigueur. Là où le Maroc, fort de ses acquis dans la gestion de la pandémie de coronavirus, ferme ses frontières aux voyageurs en provenance de Chine, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Pour un éclairage sur l'évolution de la situation épidémique en Chine et dans le monde, Taïeb Hamdi, médecin et chercheur en politique et système de santé, nous rejoint depuis l'Arrache. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est à ce stade l'ampleur réelle de la nouvelle vague en Chine? Est-ce qu'il y a eu effectivement l'apparition de nouveaux variants dans ce pays? En fait, l'ampleur de l'épidémie ou de la pandémie actuellement en Chine, ça fait partie du grand problème. C'est le problème. C'est qu'actuellement, on n'a pas de chiffres. La Chine ne partage plus par ses décisions internes, ne partage plus les données sur les cas, sur les décès, sur les cas en réanimation, sur le séquençage. Et donc, sur le plan officiel, on ne dispose pas, la communauté internationale ne dispose pas de chiffres réels. Mais bien sûr, les chiffres sont évaluables à travers certains centres d'études et à travers les réseaux sociaux. On voit bien que les hôpitaux en Chine sont débordés. Les variants qui sont actuellement en Chine sont essentiellement, c'est le BF7. C'est de la famille d'Omicron. C'est un variant très contagieux. C'est un variant qui échappe à l'immunité effectivement acquise par la maladie ou les vaccins. Mais c'est un variant qui n'est pas plus virulent que ce qu'on a vu avec les autres Omicron. Mais le problème réside effectivement dans l'absence d'informations sur l'évolution de l'épidémie en Chine. C'est ce qui inquiète. Justement, au vu du manque d'informations épidémiologiques communiquées par la Chine, on parle désormais de restrictions aux frontières dans plus d'une trentaine de pays, y compris le Maroc. Ce tour de vis trouve-t-il une justification? Est-ce primordial pour prévenir une éventuelle poussée du virus, docteur? Certainement. Le BF7, c'est un variant qui est très très contagieux, donc il peut inquiéter. Mais c'est pas là, en fait, c'est pas là la vraie source de l'inquiétude. L'inquiétude provient du fait que on ne sait pas, est-ce que demain ou après-demain, dans une semaine, dans un mois, est-ce qu'il n'y aura pas avec cette augmentation sans précédent des infections de Covid-19 dans une population d'1,5 milliard, on ne sait pas demain ou après-demain, est-ce qu'on aura affaire à un autre variant qui est plus virulent? C'est ça le problème. Et pour le savoir, on n'a pas beaucoup de moyens. On a le séquençage et on a le suivi des cas hospitalisés, les cas en réanimation et les décès. Or, ce sont ces données qui manquent, que la Chine ne partage pas avec l'OMS, ne partage pas avec donc la communauté internationale actuellement pour les raisons internes, mais il se trouve que l'OMS et la communauté internationale n'ont pas les moyens pour suivre ce qui se passe. Donc, les autres pays, ils n'ont pas d'autre choix que pour restreindre ce risque,
de faire certaines restrictions, mais aussi le Maroc, il a interdit l'accès à son territoire, puisque au Maroc, c'est une stratégie. On prend une décision dès le départ. En parlant du Maroc, qu'en est-il de l'évolution de l'épidémie sous nos cieux? Y a-t-il lieu de craindre un retour à la case 2020? Au Maroc, l'évolution elle est très favorable de la pandémie. Et d'ailleurs, c'est parmi les raisons qui expliquent pourquoi la décision marocaine. Parce que actuellement, nous sommes à une quarantaine, cinquantaine de cas par jour. Même si les chiffres ne reflètent pas certainement la réalité, mais l'épidémie elle est en régression. Maintenant, tous les experts s'accordent à dire, même avec ce risque qui existe en Chine, c'est un risque qui est très faible, c'est un risque qui n'est pas nul, qui est très faible, et donc on estime que 2023 sera l'année de la fin de la pandémie de Covid-19 et non pas le retour à 2020. On le souhaite de tout cœur. Merci, Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politique et système de santé. Merci pour tous ces éclairages. Jamais Moscou n'avait confirmé un tel bilan humain. 63 soldats russes auraient été tués dans une frappe sur Makivka dans l'est ukrainien. L'annonce a été faite hier en début d'après-midi par le ministère russe de la Défense sans donner de date. La frappe aurait été réalisée à l'aide d'un système lance-missile qui permet des bombardements en profondeur, loin derrière des lignes ennemies. Il s'agit donc du plus lourd bilan en une seule attaque admis par Moscou depuis le début de son invasion en février dernier. Ambiance solennelle au Brésil, ils ont défilé par milliers hier devant le cercueil de Pelé. Une veillée funèbre qui a duré 24 heures. La dépouille du footballeur était exposée dans le stade du club de Santos où la star a bâti sa légende. Le cercueil où repose la dépouille a parcouru aujourd'hui les rues de Santos dans un cortège funèbre salué par la foule, avant d'être déposé dans sa dernière demeure au mausolée au sein du plus grand cimetière vertical au monde, avec vue sur le stade du Santos FC, club où le triple champion du monde a brillé en 1956 et 1974. Le Maroc dans le peloton de tête des meilleures destinations au monde en 2023. C'est ce que nous fait savoir Washington Post. Je cite la publication américaine. Avant même que le pays situé en Afrique du Nord n'attire l'attention du monde entier lors de la Coupe du Monde, le Maroc émergeait déjà comme une destination très prisée pour les voyages. Pour appuyer ses propos, le quotidien américain cite des experts du secteur touristique, à l'instar du PDG de l'agence de voyage Intrepid Travel, James Thornton, a confirmé que son agence enregistre le plus grand nombre de réservations à destination du Maroc. Le même engouement pour le royaume a été enregistré par l'agence de voyage Modern Adventure, comme le confirme sa vice-présidente Lise Boudreau, qui indique que son agence constate une augmentation de 53% des réservations pour le Maroc par rapport à 2022. Les exportations nationales de biens et de services poursuivent leur dynamique de croissance. Au quatrième trimestre 2022, celle-ci aurait affiché une hausse de 20,9%. Le Haut Commissariat au Plan relève une croissance soutenue par une demande extérieure relativement résiliente, une demande portée notamment par les expéditions du secteur automobile, les phosphates et de leurs dérivés, notamment les engrais naturels suivis par celle des produits électriques et électroniques. Pour sa part, le volume des importations nationales de biens et de services aurait affiché une croissance de 22,1% au quatrième trimestre de 2022, une dynamique dopée par la hausse des prix à l'import. Autre facteur de l'évolution des importations, la facture énergétique alimentée par les achats de gasoil, de gaz, de pétrole et d'autres hydrocarbures. Pour réduire cette dépendance en ressources énergétiques et répondre aux besoins d'approvisionnement, les start-up se tournent vers les énergies vertes. Exemple d'un bureau d'études qui accompagne les industriels dans la rationalisation de leur consommation énergétique. Imaslawi et Zakaria Moklibila. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'école des mines de Rabat et d'un doctorat en énergie, Younes Lefwi se lance dans l'entrepreneuriat. Le concept de sa start-up, conseiller les entreprises industrielles
dans l'ingénierie et l'efficacité énergétique. Nous aidons des entreprises industrielles à bien utiliser les ressources énergétiques. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Nous les conseillons également à limiter l'impact sur l'environnement, notamment à travers le bilan carbone, un nouveau service que nous proposons aux entreprises. La création de cette entreprise vient surtout pour combler un manque. Le conseil et l'ingénierie énergétique est un sujet d'actualité. L'orientation vers des énergies vertes non polluées semble avoir le vent en poupe. Le choix d'opter pour les énergies renouvelables au Maroc aura certainement des impacts positifs pour l'économie nationale. Depuis quelques années, les entreprises sont encouragées pour investir dans les énergies vertes et de nouer des partenariats dans ce sens. C'est ce qui nous a permis de développer nos compétences dans ce domaine. Afin d'aider une entreprise à améliorer son efficacité énergétique, nous étudions d'abord le bilan général de la consommation énergétique électrique ou thermique. Ensuite, nous nous rendons sur place pour prendre les mesures nécessaires. C'est ce qui nous permet de réaliser un ensemble de simulations à l'aide de logiciels et de proposer des solutions pour réduire la facture énergétique. Économie d'énergie et efficacité énergétique, énergie renouvelable et bilan carbone, cette start-up offre toute une panoplie de services. Déjà présente dans 4 pays, l'entreprise voit grand et compte doper l'expertise nationale à travers de nouveaux partenariats. S'il y a bien un événement marquant de l'année 2022, c'est sans aucun doute cette formidable épopée historique des Lions de l'Atlas à Doha lors de la Coupe du Monde de football. Les images de liesse à travers tout le royaume ont fait le tour du monde. Pour Mehdi Rarnet, jeune photographe franco-marocain, il était impossible de passer à côté de cette effervescence sans précédent. Il nous en a ramené toute une série de photos impressionnantes. Florilège avec Mohamed Chikir et Dominique Orlando. Il n'est pas a priori un fan de football, c'est plutôt le rugby qui l'intéresse. Il est pourtant, et bien malgré lui, aussitôt sorti se mêler à la foule casablancaise après chacun des matchs victorieux des Lions de l'Atlas à Doha. J'avais pas d'attente particulière, je me suis dit je vais tout simplement prendre en photo cette liesse populaire qui était assez incroyable. C'est la première fois que je voyais Casablanca comme ça. Je crois que j'ai jamais vu la ville de Casa avec une telle foule, une telle liesse, un tel bonheur en fait. Je me suis dit c'est ça que j'ai envie de photographier. J'ai envie de photographier la joie en fait tout simplement des gens. Et ce qui m'a marqué, c'est que sur le terrain, au milieu du boulevard Zarqtouni, les gens m'ont vu avec mon réflexe, avec mon gros appareil photo, et ils se sont dit les journalistes et du coup ils me demandaient de les prendre en photo. Et ça, c'était génial, parce que tout le monde s'arrêtait, posait et tout, avec les drapeaux. Parmi toutes ces photographies très nombreuses, il a choisi de nous en sélectionner 3 en particulier. Voici pourquoi. Il y en a une qui est assez magique, celle que j'ai appelée Mystique Victory, parce qu'elle est mystique. En fait, il y a un visage de femme derrière. Je crois que c'est une publicité à la base. Et puis, elle est sombre, il y a 2 drapeaux. Et il y a un autre visage de femme, et puis il faut qu'on regarde un peu pour voir en fait ce que c'est. On croit que c'est quelqu'un qui filme le premier visage. Enfin, il y a un truc un peu magique dans cette photo. La deuxième photo, c'est un plan plus large avec on voit vraiment la foule avec des fumigènes, les couleurs. Ça, j'ai beaucoup aimé la couleur des fumigènes dans la nuit là. C'était le crépuscule en fait. Et donc ces fumigènes orange, rouge, etc. Je me suis dit là il y a une super photo à faire avec le palmier on voit le reflet du palmier sur les twins et puis tous ces gens en liesse avec les drapeaux. Ça c'était évident. Je voulais avoir une photo comme ça. Et puis la troisième, c'est vrai, c'est ce mec qui est au-dessus de la foule avec son drapeau, qui se prend un selfie. Il y en a un autre derrière qui se prend aussi un selfie. Et on voit tout le boulevard Zarqtouni derrière avec cette fumée bleue, rouge-bleu. C'est des tons que j'aime beaucoup aussi. En immortalisant ces moments d'histoire vécus à l'unisson par toute la nation marocaine, c'est comme si qu'il réussissait à en prolonger le bonheur immense, à jamais inscrit dans l'éternité.
Et nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Vaïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Doula.